Allô, ici Marie-Noëlle Marino de Marginale et Heureuse. Aujourd'hui, je vous parle d'éducation alternative, d'éducation libre, d'apprentissage en famille avec mon invité du jour. Aujourd'hui, je reçois Cynthia Lavillois, une fille remplie de beaux projets et qui a aussi l'éducation à domicile bien à cœur. Cynthia est blogueuse sur la plateforme Bonheur Assumé. Elle lançait également il y a quelques mois le congrès web Repenser l'éducation ainsi qu'un magazine sur la même thématique. Cynthia est d'abord et avant tout maman de, j'espère pas me tromper, 3 jeunes demoiselles. Donc, Cynthia, bonjour. Salut Marinelle. Pour les gens qui écoutent et ne te connaissent pas beaucoup, comment est-ce que tu te présenterais dans tes propres mots? Oui, d'emblée, je tiens à te remercier d'avoir pensé à moi comme invitée dans ton très pertinent podcast. Merci. Non, effectivement, tu t'es pas trompée. Je suis maman à la maison de trois demoiselles de 2, 6 et 7 ans. Je scolarise donc mes deux aînés. Et j'ai un parcours qu'on pourrait quand même qualifier de plutôt atypique, considérant le fait que j'ai pas toujours été maman à la maison, puis que j'avais vraiment les deux pieds dans le système, comme on peut dire, travaillant comme éducatrice et intervenante pour la DPJ à Montréal. Fait que c'est quand même un paradoxe, comme on peut souvent remarquer, là. Et ce qui m'a mené là, en fait, c'est un bac en psychologie. Puis, j'y ai travaillé quelques années avant de tomber enceinte de ma troisième. Et c'est d'ailleurs à ce moment précis, lors de mon retrait préventif, que j'ai réalisé l'épuisement puis le déséquilibre familial dans lequel on était rendu. Fait que mon conjoint et moi, on a pris la décision de mettre nos énergies sur ce qui nous importait vraiment, là, avec les compromis puis les sacrifices que ça aurait pu engendrer. Donc, notre famille. Alors, c'est là que j'ai remis ma démission à la fin de mon congé maternité. Mais on avait déjà débuté l'école là, avec nos filles depuis quelques mois, ça se passait bien. Et c'est sûr que l'école en famille, là, à la maison, ça devenait pour nous une évidence, une continuité de tous ces changements de vie qui s'opéraient là, vers notre bonheur commun. On avait envie de voir grandir nos enfants, puis de leur offrir un espace de liberté où ils pourraient se construire en confiance, puis entourés d'amour, là. Puis finalement, au fil des mois, j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs manques au Québec concernant cette réalité-là. C'était tabou, tu sais, il y avait beaucoup de jugements. Puis, je sentais que plusieurs mamans posaient un regard un peu d'admiration sur nous, mais sans comprendre que ça pouvait aussi être à leur portée. Puis, je voyais aussi qu'il y avait des parents qui avaient déjà cette réalité-là à cœur, mais qui recherchaient de l'inspiration, des ressources, des repères. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait plusieurs choses qui existaient, mais surtout du côté anglophone. Fait que ça rendait l'accessibilité limitée là, quand même ici. Fait que ça m'a poussé à créer mon blog. Et par la suite, j'ai mis sur pied, c'est ça, les conférences, les entrevues offertes sur le web pour offrir aux familles une accessibilité directe sans avoir à se déplacer, à chercher du gardiennage, un hébergement. Puis avec la collaboration ensuite de plusieurs mamans éducatrices, j'ai aussi créé, c'est ça, un magazine web qui est rempli de photos, de textes inspirants, qui est disponible par le biais de mon site web, mais aussi qui est offert gratuitement lorsqu'on achète le congrès de conférence. Puis, quand tu as décidé de te lancer dans l'éducation à domicile, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir en commençant? Moi, j'aurais aimé savoir faire confiance. C'est un peu, c'est un peu étrange à dire, mais j'aurais aimé déjà savoir que je pouvais faire confiance au potentiel inné de mes enfants. C'est beau dans les faits de le dire, mais de vraiment le croire puis le comprendre, là, d'avoir confiance que nos objectifs seraient atteints au moment où ils le seraient, sans rien devoir brusquer ni appréhender. J'avais beaucoup de difficultés à être dans le moment. Puis en fait, j'ai toujours eu tendance à vouloir précipiter les choses lorsque j'avais l'impression d'avancer sur un terrain inconnu.
ça devait être ma façon de me rassurer en cherchant à contrôler mon environnement, j'imagine. Donc, je chemine moi-même, je dirais, puis je me sens grandir en réalisant que je dois faire confiance au temps puis ne rien bousculer. Que si on doit arrêter sur quelque chose plus longtemps maintenant, ben ça va pas équivaloir à un retard plus tard. J'aurais aussi aimé être rassurée sur les aspects collatéraux, si je peux dire, à l'éducation à domicile. Puis c'est d'ailleurs quelque chose que je vois qui revient souvent là, sur certains groupes de discussion par rapport notamment à l'aspect financier. J'aurais aimé pas avoir à m'inquiéter de cet aspect-là qui impliquait quand même la perte d'un bon salaire, puis des dépenses connexes à l'achat de diverses ressources. On pense parfois que ça coûte rien de faire l'école à la maison, là, mais bon, ça peut, en tout cas, ça dépend des choix qu'on fait, j'imagine, mais il y a quand même un coût relié. Puis, ben après coup, en fait, on a réalisé que la première année, c'est toujours une année d'adaptation, puis on a vite réalisé qu'on trouve des solutions aux défis qui se présentent, là, peu importe lesquels. Ça demande parfois un peu de créativité, mais surtout un changement de vision puis de regard sur la vie, je dirais, là. Est-ce qu'on a réellement besoin d'un abonnement au câble, de 2 cellulaires? Est-ce qu'il n'y a pas façon de faire autrement? Puis ben au final, la vie, on s'est rendu compte que c'est vraiment un mouvement perpétuel, là, puis qu'on a juste à s'ajuster avec elle, avec ce que ça demande d'ajustement. Fait que finalement, bon, on crée un peu notre bonheur sur mesure, je dirais. C'est super inspirant ce que tu dis, puis c'est vrai, c'est pas des points qui reviennent souvent quand on parle d'éducation à domicile. Tout ce qui ne fait pas partie de l'éducation à domicile, mais qui est touché quand même par ce choix-là. Je trouve ça le fun que tu l'abordes. Oui, ben en fait, comme je disais, c'est sûr qu'on a tous un parcours différent. Moi, la plupart de mes amis mamans dans ce réseau-là, ben pas toutes, mais en tout cas la plupart avaient fait ce choix-là un peu en continuité d'un maternage proximal, si je peux dire. Fait que c'était des mamans qui ont comme toujours été mamans à la maison ou presque, là. Fait que c'est sûr que là, t'es comme un peu dans... en tout cas, c'est pas des défis qui sont à prendre en compte, mais pour quelqu'un qui... Nous, on avait quand même 2 bons salaires, on travaillait, notre 40 heures semaine, le typique portrait, là, avec tout ce qui vient avec aussi, là, comme vision de la vie. On avait, plus tu fais de salaire, plus tu as de dépenses, ça vient avec ça. On avait des véhicules neufs, c'était des choix, une vision de vie, en fait, qu'on avait jusque-là. Puis on a dû tout repenser, là, avec ce que ça a apporté, là, de choisir de faire l'école à la maison, là, puis de rester à la maison, là. Oui, ça doit, c'est des gros changements pour vous. Puis comme tu le dis, toi, t'as pas eu ce cheminement-là de maman à la maison qui se prépare pendant quelques années vers ce choix-là. Donc, c'est vrai que c'est un parcours qui est quand même différent. Tout à fait. Dis-moi, est-ce que à la maison, vous avez une pédagogie précise ou est-ce que tu t'inspires de différentes pédagogies pour l'éducation à domicile? Oui, ben dès le départ, pour avoir beaucoup lu sur les apprentissages libres, je m'identifiais beaucoup à cette vision d'éducation. Je voulais respecter au maximum le rythme de mes enfants puis leurs intérêts. Puis c'est à peu près ce qu'on a fait, je dirais, au cours des 2 dernières années. Mais là, après tout ce temps-là, on a réalisé que ça fonctionnait pas réellement dans notre famille à nous. En fait, ça apportait beaucoup d'angoisse pour tout le monde. Puis j'ai pas l'impression que mes enfants à moi en retiraient beaucoup de positif, en tout cas pas autant qu'on le pensait. Si je donne par exemple ma grande qui a tendance à avoir des passions débordantes, là, vraiment impressionnantes, euh, je pense au cours de l'hiver, elle s'était mise à faire bon, des constructions de Lego du matin au soir sans vouloir faire autre chose. Fait que je me suis dit, on va laisser aller, puis on va voir où ça va nous mener. Puis finalement, ben, ça l'entraînait vraiment un déséquilibre qui la poussait à faire des grosses crises lorsqu'on devait faire un stop pour manger ou pour faire juste autre chose. Elle pouvait devenir même agressive avec ses sœurs si elles osaient juste aller comme entrer dans la pièce où elle était en train de faire des Legos. Fait qu'on n'était pas
nécessairement très bien avec tout ça. Puis on n'était pas non plus à l'aise avec l'idée, là je prends la lecture à titre d'exemple, mais ça pourrait être autre chose, là, mais on n'était pas nécessairement à l'aise avec le fait qu'elle apprenne à lire juste au moment où ça lui conviendrait. Ça, c'était vraiment... puis on sait que le 6 ans, tu sais, ça revient beaucoup, là, la lecture, l'écriture. C'est un peu comme on dirait dans la société... là, ça passe, ça casse, là, je sais pas. Mais nous, on n'arrivait pas comme à lâcher prise là-dessus. Puis ça avait comme trop d'importance pour nous qu'elle sache lire parce que on trouvait que ça lui ouvrirait tellement de portes là, sur la connaissance. Puis aussi le fait que ma grande, elle a vraiment une hantise de l'effort, là. Elle aimerait être parfaite tout de suite, puis tout maîtriser sans effort. Puis, tu sais, quand je prends du recul sur toute sa courte vie, je me rends compte que j'ai beaucoup d'exemples là, qui m'ont démontré qu'elle a vraiment besoin d'avoir quelqu'un qui la motive pour après ça, juste passer ce petit bout-là plus difficile, puis après ça, elle va se lancer sans problème, tu sais. Fait qu'on a dû s'ajuster, puis on a décidé de faire différemment cette année. Je m'inspirais déjà quand même beaucoup de la pédagogie Charlotte Mason, mais qui va nous guider vraiment davantage. Mais encore là, je suis pas, j'aime pas la rigidité dans quoi que ce soit, là, donc on va s'en inspirer, mais on va pas être rigide, on n'a pas d'horaire précis. Mais l'art a une grande place dans notre famille, comme la lecture et l'histoire. C'est drôle parce que moi, l'histoire, je me suis jamais intéressée à ça, là. Fait que j'apprends vraiment tout depuis le début avec mes filles, puis c'est vraiment le fun, là. C'est pour ça que j'ai décidé d'y laisser une plus grande place parce que je m'aperçois qu'il y a vraiment un intérêt assez... Ben, en fait, c'est vraiment le fun de s'y intéresser plus en profondeur d'une autre façon que ça m'a été montré, en tout cas. Puis j'utilise juste des cahiers chez moi pour les mathématiques où j'utilise Singapour avec quelques exercices complémentaires que j'imprime d'Internet. Mais pour tout le reste, je fais du sur-mesure. Fait que je vais fouiller dans les livres, les films, les documentaires, les musées qui vont traiter de la période historique où on est rendu. Par exemple, là, on est rendu dans la Grèce antique. Pour le français, on lit, puis on lit encore partout, tout le temps. On a entamé l'anglais avec un 15 minutes à peu près par jour sur Duolingo, puis on complète avec des films. Puis la nature prend vraiment aussi beaucoup de place dans notre quotidien. On observe les insectes, les fleurs, les arbres. On documente, on apprend les utilisations qu'on peut en faire, en quoi ça peut nous être utile. Puis on ne fait pas qu'apprendre pour apprendre, en fait, chez nous, là. On apprend avec un objectif pour qu'on consolide l'apprentissage. Par exemple, ça ne nous sert pas à grand-chose d'apprendre la pollinisation, à moins de comprendre son utilité dans notre processus de jardinage. Actuellement, on a beaucoup de plantes de légumes qui sont en fleurs, mais il y en a très peu qui en ont donné. Puis en observant, puis en échangeant là-dessus, on a réalisé que, contrairement aux années passées, on a vu très peu d'insectes pollinisateurs dans notre cours, ce qui pourrait peut-être être un facteur. Puis suite à ça, ben, on a pu échanger sur diverses hypothèses sur la cause de l'absence de ces insectes-là cette année. Puis au final, ben, on a fait bien plus que s'arrêter à identifier juste les parties d'une fleur relatives au cycle de pollinisation, là, mettons. C'est super intéressant comme façon de mélanger un peu des pédagogies, de s'inspirer un peu partout. À quoi ça ressemble une journée ou une semaine typique avec cette façon de faire-là? Ben, cette année, j'ai décidé de fonctionner par objectif plutôt que par temps. Comme on voit souvent, mettons à l'école, ça va être une période d'une heure où, bon, moi, je vais fonctionner plus par objectif. Les objectifs ou les attentes quotidiennes sont notés sur un tableau noir qui est sur un mur de la cuisine. Les enfants sont libres de les réaliser quand ils veulent au cours de la journée. Mais après ça, une fois que c'est réalisé, ils doivent aller cocher lorsqu'ils l'ont fait. Puis, comme je disais, je suis assez flexible, mais j'aime que l'ensemble des objectifs soient réalisés. Puis ça leur amène une certaine autonomie aussi de décider le moment qu'ils veulent le faire quand ça leur tente de le faire. Puis d'aller cocher une fois que c'est fait. Puis par elle-même, je pense que ça les challenge aussi, tu sais, d'avoir réussi à faire passer à travers leur petite liste là, à chaque jour. Mais on sait un peu quand même où on s'en va de cette façon-là. Fait que là, on a comme par exemple, on a 15 minutes d'anglais, comme je l'avais dit. On a lecture, ensuite une dictée pour ma grande, puis de la copie pour ma deuxième qui travaille plus sa calligraphie en ce moment.
2 à 3 pages de maths. Puis finalement, on a un livre à l'étude que je lis moi-même à voix haute, puis elles doivent en faire une certaine analyse de base là, à l'oral avec moi par divers échanges et questions. Puis aussi une partie à l'écrit puis au dessin. On va se garder la partie plus histoire ici et là en cours de semaine, quand ça nous donne, quand on en a envie en fait. Puis on a un projet d'art à chaque fin de semaine. On fait à la manière d'un artiste que j'ai choisi. Puis on entrecoupe ça par des petits voyages, des sorties extérieures au musée, puis avec les amis du groupe de soutien. Wow, ça fait des semaines remplies et inspirantes. Ça doit vraiment être super le fun pour toute la famille, pas juste pour les enfants, là, mais pour toi et ton conjoint aussi. Si on retourne un peu à tes débuts avec ta plus grande, c'était quoi ta source d'information principale lorsque tu avais besoin d'une information sur l'éducation à domicile? Ben, j'ai beaucoup lu les publications sur le groupe de la KED pour ensuite écouter plusieurs entrevues sur Internet. À partir du moment où on a pris notre décision, j'ai intégré un groupe de soutien, puis j'ai commencé à bâtir un réseau autour de nous. J'échangeais là, régulièrement avec mon groupe de mamans sur leur façon de faire, puis je m'inspirais autant d'elles que des mamans sur Internet, là, notamment du côté anglophone aussi. Mais j'ai aussi écouté le film Demain, qui est vraiment complet, qui parle de belles solutions là, à plusieurs problèmes actuels, notamment justement dans le système éducatif. Et j'ai lu le livre Comme des invités de marque de Léandre Bergeron. Mais je dirais que dans les premiers vidéos là, qui a pu me marquer puis vraiment là, si on veut me convaincre là, des bienfaits de l'école à la maison, c'est l'école à la maison en profondeur de Christine Gauthier là, qu'on peut retrouver facilement sur YouTube. J'avais aussi vu là, différents TEDx là, de Céline Alvarez, du fondateur de l'École dynamique à Paris, puis aussi celui de Logan Laplante, qui est si je ne m'abuse, un Canadien ou un Américain, je ne suis plus certaine. En fait, c'est un jeune adolescent là, qui parlait lui-même de son expérience, puis j'avais trouvé ça vraiment, vraiment impressionnant là, de voir tout ce qu'il avait pu faire, puis comment il me semblait en fait un adolescent accompli là, par son parcours. Fait que ça m'avait beaucoup inspiré. Puis maintenant que tu as plus d'expérience, quand tu cherches une information, vers quelles ressources est-ce que tu tournes? Ben, je dirais que je suis en processus en ce moment où j'apprends à laisser plus de place à mon introspection et à mon ressenti, à nos feelings sur ce qui est mieux pour nous. Puis je réalise que j'ai longtemps recherché des réponses à l'extérieur sans comprendre qu'elles se trouvaient probablement en nous. Sur ce qui fonctionne, ben en fait que ce qui fonctionne ailleurs, là, ça fonctionnera pas nécessairement chez nous, avec nos valeurs, nos besoins. Puis ça m'amenait parfois à être éparpillée moi-même, peut-être trop bombardée de différentes façons de faire, puis que ça pouvait même parfois devenir intimidant là, de voir tout ce que les autres arrivaient à faire de leur côté, priorisant peut-être autre chose que moi à ce moment-là, tout simplement. T'sais. Alors, une chose qui me rassure aussi, c'est de voir à quel point je connais bien mes enfants. Lorsque je prends un temps de recul, comme je disais tantôt, ben, tu sais, je vois que chacune a des traits très clairs qui me dictent un peu la voie à prendre avec chacune, même si c'est pas toujours clair, là. Je dirais donc que je continue de suivre mon réseau de maman, principalement sur Instagram. Je reste à l'affût des informations officielles offertes par la KED, mais j'essaie de restreindre puis de filtrer quand même les informations extérieures là, de plus en plus puis de me faire confiance. Là. C'est tellement sage comme réponse, ça n'a pas d'allure, j'adore ça. C'est vrai que à force de toujours se renseigner, suivre plein de gens qui font des choses différentes, des fois on se remet beaucoup, beaucoup en question comme parents alors que on n'a pas tous les mêmes enfants, fait que c'est normal que ça soit différent, puis on n'a pas toutes les mêmes valeurs non plus. J'adore ça, ce que tu dis. Merci. Euh, si les gens qui nous écoutent souhaitent te suivre dans tes projets en ligne, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Suite à la sortie de mes conférences web, j'ai ressenti un grand épuisement
Alors, j'ai pris une pause pour mieux me recentrer, je dirais, depuis à peu près janvier, puis revenir à la famille, puis juste à mon quotidien. Je dis juste, là, c'est déjà beaucoup. On est pas mal surchargé, comme tu le disais tantôt, mais quand même, là, actuellement, en fait, moi, j'ai besoin de défis, là, dans ma vie. J'ai besoin de me réaliser, là, sur le plan personnel. Donc, là, actuellement, je partage beaucoup de photos sur Instagram. J'aimerais redevenir un petit peu plus active aussi par le biais de ma chaîne YouTube. Mais je suis pas encore fixée tout à fait sur le contenu que je voudrais y partager, mais ça va venir. Puis concernant mon blog, je suis un petit peu en réflexion. Je préfère peut-être mieux cibler ce que je voudrais partager dans l'avenir avant de vraiment y revenir. Puis les gens qui veulent vraiment me suivre peuvent donc le faire, je dirais, en s'abonnant à mon compte Instagram, peut-être à ma chaîne YouTube pour voir éventuellement ce qui pourra sortir, là. Super, merci beaucoup de tous les partages que tu as fait aujourd'hui. Je sais que ça va être super inspirant pour plein de parents, soit des parents qui se posent des questions ou des parents qui sont déjà à temps plein dans cette aventure-là, mais qui aiment entendre le témoignage puis le vécu de d'autres parents. Alors, merci beaucoup, Cynthia, pour ta présence ici. Ben, merci à toi. Bye! Bye, bonne continuité. Merci. Pour en apprendre plus sur le sujet, je vous invite à mettre la main sur le livre L'éducation à domicile au Québec, tout ce que tu dois savoir sur l'école à la maison, le unschooling, les apprentissages en famille et autres alternatives au milieu scolaire. Puis on se dit à la prochaine!